Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. T'as l'air de tenir la forme. Le champion de l'ordre Jack et son vieux copain Cash. Ce serait pas juste, Jack. Je trouve que ce serait pas juste. Les Texas Rangers sont dirigés par Jack Bentin, homme imperturbable et désabusé qui traîne sa dégaine comme un cow-boy et qui n'y croit plus. Il surveille la frontière mexicaine et un commando de gueule de cinéma va débarquer pour y foutre la merde. Il bosse soi-disant pour les stupes, et entre trafic de drogue, braquage de banque et clandestins à traiter, ça va vite être le bordel. J'ai l'impression que la prochaine fois qu'on se rencontrera, ça va être la boucherie. On se reverra. Pendant ce temps, Cash Bailey, son ami d'enfance à Jack et ex-amant de Sarita, sa compagne mexicaine à Jack, est à la tête des méchants et l'affrontement semble inévitable. Le problème, c'est que Cash et Jack sont les meilleurs amis du monde, même s'ils sont antagonistes professionnellement. Ils aiment la même femme, Sarita, mais depuis quelque temps, le couple Jack-Sarita bat de l'aile à tel point qu'elle décide d'accepter les avances de son ancien amant et de retourner au Mexique. Je suis venu te chercher ce soir et cette fois pour de bon. J'ai rencontré Jack cette semaine. On a beaucoup parlé de toi et ça m'a rappelé de bons moments. Le projet est à l'origine un scénario de John Milius écrit dans les années 70. Il souhaite initialement le réaliser lui-même, mais ne parvient pas à le concrétiser. C'est Walter Hill qui va relancer le projet. Le script est alors réécrit par Harry Kleiner, qui nous a donné Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, Le Bullitt de Peter Yates, Le Mans de Lee Katzin et plus tard Le Double détente de Walter Hill, et d'Eric Washburn, qui nous donnera Silent Running de Douglas Trumbull ou Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Jack! De ce postulat, Walter Hill va nous lâcher un western moderne et plus qu'efficace comme jamais, avec des scènes d'action comme on les aime, et dont certains critiques de gauche iront contre une soi-disant idéologie très américaine, mais ça les regarde, moi je prends le fait que l'Amérique aille faire la police de l'autre côté de leurs frontières, ça les a pas gênés en 44, mais surtout, c'est le but de tous les westerns. Bref, reprenons. Walter Hill revient en 1987 après un Crossroads au baston de guitare dont on se souvient et Les Rues de Feu ainsi que le film Qui veut claquer $1 million qui s'était bien planté au box-office de l'époque. Donc rien depuis son grand film 48 heures de 1982. Heureusement, et même si ce film ne cartonnera pas non plus, cela va le remettre en selle pour un double détente avec Arnold Schwarzenegger et James Belushi, puis son Johnny Bad Gueule avec Mickey Rourke et la suite de son 48 heures. Réalisateur pas si prolifique que ça donc, un bougon, mais amoureux du western comme jamais, et comme notre artisan préféré John Carpenter, fan d'Howard Hawks et bien sûr du maître Sam Peckinpah, son dieu. Un réalisateur rock, urbain, épique, fou, violent, qui remet l'Amérique au centre de son histoire. Ici, nous sommes au Texas, à notre époque, dans un bled paumé où l'on n'est pas prêt d'y voir la fibre, juste à côté de la frontière mexicaine. L'unité de lieu et de temps étant bien en place, il ne reste plus qu'à nos personnages à se foutre sur la gueule. La frontière est bien sûr ici multiple, violente, fin du voyage, du dernier verre ou de la dernière pute avant le désert et la mort. Un lieu paumé donc, où la loi n'existe pas, seule celle des hommes et de Dieu, le purgatoire avant la rencontre finale. Tu es prêt? Mais j'arrête pas d'être prêt. Sur la croix du Christ, t'espères pas que je vais rester toute la journée à faire le con, c'est l'heure de la sieste. Même l'histoire d'amour n'est ici qu'un subterfuge, un passage obligé tel qu'ils existaient dans les westerns d'antan, la baston entre les hommes étant le but principal de visionnage des spectateurs de l'époque. Le final sera donc explosif et rejoint bien sûr celui de la Horde sauvage avec mitrailleuse et gerbe de sang sous les impacts de balles, comme on les aime toujours, anthologique, jusqu'à bien sûr le duel final et classique que l'on sait arriver parce qu'obligatoire, bordel de merde. J'ai dit compte. Vous êtes fous tous les deux. Le film n'est pas un succès et ne rapportera que 11 millions de dollars et en France ne totalisera que 90 307 entrées pour un budget de 22, c'est dire.
Dommage parce que c'est un film produit par ceux qui avaient fait les Rambo, où dynamite, fusil à pompe et 45 automatiques au bruit sourd, ralenti et impact de balles nourrissent le film, et comme la Horde sauvage ou les 7 mercenaires, avec une bonne partie du casting qui se fait déglinguer sur le final. Certaines scènes seront coupées par la censure et certains reshoots effectués parce que le film doit sortir vite, trop vite, à cause d'une date prévue par la Tristar. Si tu vises 30 cm au-dessus de la tête, tu les as en plein dans le ventre. Leur montrer ce qu'on sait faire. Nick Nolte joue donc ici le Texas Ranger Jack Bentin qui traîne sa dégaine désabusée comme il le faisait en Jack dans 48 heures et subit les mêmes problèmes de couple, ici avec sa Mexicaine jouée par Maria Conchita Alonso. Tu te prends pour quelqu'un de bon, pour quelqu'un de bien. Non. Eh ben laisse-moi te dire que c'est pas aussi simple. Il se comporte en macho, comme Cash, son antagoniste et meilleur ami. Tu devrais nous montrer tes seins si tu veux être utile, qu'on voit pourquoi on se tue. Et comme Jack, s'engueule avec elle dès le réveil, et c'est leur quotidien et leur sert de petit-déj. C'est donc par un chemin de croix que l'homme va redevenir humain une fois qu'il a réglé ses comptes avec ses ennemis et lui-même. Monolithique comme jamais et jamais de bonne humeur, il est le héros à la Walter Hill, incapable d'aimer, de montrer quoi que ce soit comme sentiment et détestant tout et tout le monde. C'est un obstiné qui colle à vos couilles comme un morpion en hiver. Si vous avez un moment, j'ai besoin de quelques renseignements. Cherchez dans l'annuaire. Pour son personnage, Nick Nolte s'inspire du célèbre Texas Ranger Joaquin Jackson et il est impliqué dans le film dès le départ, lui et Walter Hill se promettant de ne pas faire le film l'un sans l'autre. Nick Nolte est un acteur burné comme on les aime, ici au maximum du mal alpha, et on l'a vu dans nombre de films comme 48 heures donc et sa suite 48 heures de plus, du même réalisateur, Under Fire de Roger Spottiswoode, L'adieu au roi de John Milius, Contre-enquête de Sidney Lumet, Lorenzo de George Miller ou La ligne rouge de Terrence Malick, parmi tant d'autres. Il est doublé ici par Jean Barnet, la voix de Wade Garrett dans Roadhouse. J'ai envie qu'on bavarde encore et ensuite, je te le rendrai. Power Booth est Cash Bailey, un meilleur ami et antagoniste du héros. Venant du Texas, il a vécu là-bas et très coutumier du comportement des gens qui y vivent. Il est un personnage extrême et a un ton humoristique et certaines scènes, comme le passage où il écrase un scorpion à la main, ont été écrites par Fred Rexer sur l'histoire de John Milius. Il séduit Sarita et la ramène avec lui, elle aimant toujours Jack, mais n'étant pas heureuse avec ce dernier. Il n'a finalement que peu de temps à l'écran, si ce n'est le grand final. Tu auras tout ce que t'as voulu, et en plus la baise et la bière. Défends-toi. La trahison d'Hackett permettra aux deux amis de se retrouver dans une baston homérique. Booth sera vu dans La chasse ou Cruising de William Friedkin, Sans retour de Walter Hill, L'Aube rouge de John Milius, La forêt d'émeraude de John Borman, Tombstone de George Pan Cosmatos ou Nixon d'Oliver Stone. Notre objectif, c'est Cash Bailey. C'est nous débarrasser de cet extrême préjudice. Nous avons bien sûr le grand Michael Ironside qui est le responsable du commando de mercenaires engagé par les stupes, le major Paul Hackett. Où est le coffre de Cash Bailey? Je n'en sais rien. Il va braquer une banque avec ses collègues pour récupérer les infos du cartel et essaie de se faire passer pour un agent de la DEA auprès de Jack. Il est même prêt à faire péter une école pour mener à bien sa mission. On fera sauter n'importe quoi. Une maison, un bar, une ferme. Ouais, une école, une église, n'importe quoi. Ça vous déplaît? Et va finir par tout avouer à Jack et s'associer avec lui pour passer la frontière et attaquer Cash. Depuis plus de 5 ans, Cash Bailey a été à la DEA le numéro 1 de nos agents de renseignement au Mexique. Il y a 3 ans, il a retourné sa veste. Il s'avérera, après le deal, convaincu d'exécuter Jack, ce qui semble immoral à son équipe. De plus, une fois qu'on est dans la maison du méchant, il est un partenaire de Cash et a menti à toute son équipe. Il est là pour le pognon, un fumier de premier ordre malgré le capital sympathie de l'acteur, uniquement intéressé par l'argent. Vous savez, ça représente beaucoup d'argent, tout ça. On se le partage et on s'évanouit dans la nature. Vous êtes un beau salaud. Est-il nécessaire de le présenter ici comme je l'ai fait dans mes vidéos sur Total Recall ou Starship Troopers de Paul Verhoeven? Je ne pense pas, vous l'aimez déjà. Un acteur que l'on adore et c'est Gérard de Salle qui fait sa voix française. Tu es fou. Tu te
deviens fou, Cash. Sarita Cisneros, ex-amante de Cash et compagne de Jack, va donc revenir vers son ex quand son couple bat de l'aile. Le personnage est interprété par l'actrice culte Maria Conchita Alonso. Tu comprends pas que je n'ai aucune envie de parler de ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune envie de parler de ça. D'un côté comme de l'autre, elle est traitée par les deux hommes comme de la merde, il faut pas se mentir. On verra Maria dans New York 2h du matin d'Abel Ferrara, Running Man de Paul Michael Glaser, Colors, l'excellent film de Dennis Hopper, et elle sera bien sûr la détective Leona Cantrell dans la suite du film de John McTiernan, Predator 2 de Stephen Hawkins dont j'avais parlé. Michel Bardolet la double ici. Tu vas quand même pas rentrer là-dedans. Je connais Chubb. Le shérif Hank Pearson est interprété par le grand Rip Torn. Il est comme un père pour Jack et se fait malheureusement abattre en milieu de film dans un piège tendu par des fermiers dealers de drogue. D'accord. Non, c'est moi. C'est un acteur connu du grand public pour son rôle de Z dans les films Men in Black et surtout sa participation à la géniale série télévisée Le Larry Sanders Show. Je vais te prouver que pour cultiver le coton, on n'a pas besoin de ça. Il joue aussi dans Robocop 3 de Fred Decker, c'est pas sa meilleure chose, et le Dodgeball de Rawson Marshall Turber, où il y est hilarant et décédera malheureusement en 2019. C'est le grand Georges Atlas à sa voix française. Ah oui, ça me déplaît, évidemment. Dans ce pays, il y a des lois, des recours légaux. On pourrait par voie de justice obliger la banque à ouvrir les coffres. Clancy Brown, notre Kurgan d'Highlander favori, et le sergent Larry McRose. Il a, lui, une certaine morale dans le gang de mercenaires et est très bon dans son job, ce qui lui coûtera cher malheureusement, puisque trahi par son propre chef, il va se lancer à sa poursuite, aura sa vengeance, mais finira sous les balles des guerrilleros. Là aussi, un peu de besoin de présenter cet acteur que l'on idolâtre, toujours parfait, et rarement comme ici, ou le Starship Troopers du Paul Verhoeven, le Blue Steel de Catherine Bigelow ou le Bucaro Banzai de W.D. Richter, il est gentil. Ça fait du bien. C'est rare, mais ça fait du bien. J'ai parlé de sa filmographie sur les vidéos, comme le film Highlander. Bernard Tiffane, excellent doubleur que l'on adore ici, travaille sur sa voix. Ce type-là est complètement cinglé. Mais je dois reconnaître que j'apprécie sa façon de prendre le taureau par les cornes. Buck, tu vas nous foutre la paix. Buck Atwater est joué par William Forsythe, électron libre et grande gueule du groupe. Forsythe est un acteur accompli et a joué dans nombreux de films comme Arizona Junior des frères Cohen. Amène-toi, j'offre un sucre d'orge fourré à la crème à la première qui en veut. Elle est cool, quoi. Je vais te dire un truc. Aussi longtemps que... Dead Bank de John Frankenheimer, Dick Tracy de Warren Beatty, Justice Sauvage de John Flynn, ça arrive, Dernières heures à Denver de Gary Fleder ou The Rock de Michael Bay. Le reste des mercenaires n'est pas joué par un casting qui fera date dans le cinéma, mais ont tous de sacrées gueules de films, comme 90% du casting, méchant comme gentil. Cabron! Ouais, une belle salope. T'as l'intention de l'éliminer? Ah, ça m'amuserait. Pas de Raikouder ici ou de James Horner, mais c'est le grand Jerry Goldsmith qui va composer une musique de film comme lui seul sait le faire, percutante et stylée. Bande originale superbe qui va sortir d'abord chez Siva Screen en LP puis en CD, un monument de musique riche et humaine et qui nous vaudra pour les plus anciens d'entre vous à une interview, chose très rarissime à la télé française de l'époque, bon c'est encore pire aujourd'hui. Si Châtillès n'est qu'à l'aube d'une prometteuse carrière, je n'en déduis pas pour autant que Jerry Goldsmith, lui, en soit au crépuscule. Et pourtant, ce compositeur, courtisé par les plus grands, fringants quinquagénaires, a déjà derrière lui un tableau de chasse qui ferait pâlir plus d'un amateur de safari. Dans l'émission présentée par le grand Antoine Decaune, Rapido, où Jerry Goldsmith est interviewé alors que Extrême Préjudice sort au cinéma. Exemple typique et récent, Extrême Préjudice, un film relativement obtus auquel il a donné une étonnante densité. To me, the picture always dictates what I'm going to do, and I think it's more that I'm able to get into more characters and relationships. I mean, the difference between, say, doing a Hoosiers or Criminal Law than doing Rambo, I think it's rather apparent with Rambo, which is basically a comic strip. Extatique devant ma télé, j'étais. Toujours est-il que le grand compositeur va nous sortir une musique moderne où chaque mesure est reconnaissable de son auteur, une voix encore très inspirée, où synthétiseurs et orchestre symphonique se mélangent dans une alliance complètement réussie et adaptée au film.
achat à faire les yeux fermés à l'époque, mais les oreilles bien ouvertes, dont The Plan en est la culmination, soit 9 minutes 25 de bonheur, où tension et violence culminent dans une maîtrise de la musique riche en talent. Une continuation de ces scores d'action, avec ici le Hungarian State Opera Orchestra, où le morceau Arrivals donne le ton en début d'album, où cuivre, tenue de cordes et rythmique électronique vont nous plonger dans ce qu'il y a de mieux dès le départ pour ne jamais nous lâcher. Le thème de Cash au synthétiseur plus aigu et ambigu, comme la relation entre les deux amis antagonistes, est aussi parfait. Bref, en 2 morceaux, tout est déjà dit, on va avoir droit à du lourd, une atmosphère symptomatique du maître qui fait un effet bœuf. Une flûte souligne certains passages, et notamment le générique de fin, et nous laisse repus, même si certains n'y trouvent que peu d'originalité, mais le talent est là, c'est sûr. Il n'y a pas de héros, Larry. Vous et moi, nous sommes des numéros sur le bureau d'un fonctionnaire. Allez, allons-y. La musique est accomplie, a une énergie folle, et va aider le film à devenir autre chose qu'un simple western moderne de série B. La La Land sortira en 2005 une version plus complète, ce qui ne sera pas pour nous déplaire. Jette ton arme, Cash. Je te le demande, laisse tout tomber. Sauf un petit détail. Je vais t'expliquer. Extrême Préjudice est un hommage au western certes, mais presque manquant ses promesses de spectacle et de western à l'ancienne. Carpenter prend le western et en fait sien, Walter Hill lui le cite, l'idolâtre, amplifie les sons pour que notre mémoire de cinéphile se souvienne du film, sans trop savoir pourquoi. À fleuve tortueux, homme tordu, dit presque un des protagonistes, qui ne veulent pas parler mais agir comme dit l'autre. Comme la rivière contourne l'obstacle, l'homme fuit la difficulté, ce qui explique les fleuves tortueux et les hommes dépravés. Des personnages qui foncent, qui sont à l'image de l'affiche, des tanks prêts à défourailler, sans se soucier s'ils le font parce que le script le leur demande ou parce que le réalisateur en a décidé ainsi, c'est sa vision du western. Le casting et ses tronches, ses gueules de cinéma, comme ceux qui font partie du décor d'ailleurs, où l'on tue pour un rien, peu d'excuses et sans en payer le prix. Un film dur et couillu, dont les Texas Rangers et la façon qu'ils ont de s'occuper d'immigration déjà à l'époque n'a pas bonne presse, mais où John Milius en fait lui un héros moderne. Ici, c'est la résurrection de la horde sauvage de Sam Peckinpah, film qui parlait de la fin justement de l'idée du cow-boy d'avant, mais que Walter Hill et Milius fantasment sans vouloir, à raison, on n'est pas là pour ça, soulever les questions de la vie réelle. Après tout, ce n'est que du cinéma. Un final donc explosif pour les besoins de la cause, un duel obligé et un cadavre pillé pour finale, parce que, ne déconnons pas, le film ne se passe pas au paradis. J'ai encore en tête la bande-annonce sous musique de Jerry Goldsmith avec l'arrivée des mercenaires à l'aéroport et le casting de dingue qui s'affiche. Je suis déjà conquis sans avoir vu le film. Au final, c'est loin d'être parfait, peut-être même un peu vain, mais quel plaisir d'y voir ces acteurs que l'on aime et ces gunfights réussis, sublimés par la musique de Jerry Goldsmith. Listo. Uno. Dos. Walter Hill, lui-même, est très conscient des faiblesses de son film. Les mercenaires, déjà assez peu exploités à son goût, et la relation entre Jack et Cash, point fort et point faible du film. Je te le répète, Cash, jette ton arme. Je te ramène chez nous maintenant, jette ton arme. En effet, souvent trop verbal au lieu d'aller droit au but, et une répétition de définition de ce qu'ils sont jusqu'à se demander si l'intrigue est compliquée ou trop simple et s'oublie dans les dialogues. J'ai toujours trouvé que c'était mauvais pour la santé de donner son flingue. Comme tu voudras. Je garde ça, Rita. Ce sera donc pour moi un 4,5 sur 6, alors que j'adore ce film, que je l'ai bien sûr en DVD, que je rêve d'acheter un Blu-ray, et que je revois au moins une fois par an. Je ne peux plus reculer. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça, et vous le savez, ça arrive. Un plaisir coupable, donc, malgré le fait que ce ne soit pas un plaisir coupable. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parlons-en dans les commentaires, j'attends bien sûr d'en débattre avec vous, et je vous dis à très bientôt. Pensez, écoutez, à vous abonner si vous le voulez, à sonner la petite cloche du coup pour avoir les notifications, et à bientôt pour du très lourd. Bye bye.